Dans cet épisode de Connexion, on parle de sexualité féminine parce que c'est un sujet tellement vaste. Donc, on continue la conversation autour de l'auto-érotisme, des types d'orgasmes et de la confiance aussi avec notre partenaire pour vraiment pouvoir explorer, s'ouvrir et révéler nos pleins potentiels dans notre sexualité féminine. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue à toi dans l'univers de Connexion, un projet de cœur qui a pour intention de t'offrir un espace d'inspiration et de connexion avec toi, avec ta vérité et ta sagesse intérieure, à travers des conversations inspirantes, profondes, authentiques et enracinées dans la magie du vivant. Nous parlerons de relations intimes, de sexualité, d'intelligence relationnelle, de coévolution et de sagesse ancestrale, pour s'élever ensemble et oser être pleinement vivant en connexion. Je suis Geneviève Simard, thérapeute, âme nomade et exploratrice des chemins les moins fréquentés. J'accompagne les femmes, les hommes et les couples sur leur chemin de conscience et d'épanouissement. Bienvenue dans mon univers où ensemble, on se connecte pour s'inspirer, s'enrichir et éveiller nos plus grands potentiels. Allô, Marika! Bonsoir! Allô, Geneviève! Bienvenue à nouveau pour la suite de notre conversation sur mon podcast Connexion, sur ce grand sujet qui est le pouvoir du plaisir féminin, la sexualité au sein du couple. Puis on était tellement passionnés lors du premier enregistrement qu'on a senti les deux l'élan de poursuivre notre conversation, de parler des vraies choses, puis de continuer. Il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Fait que merci à toi d'avoir accepté d'être à nouveau présente pour qu'on poursuive cette belle discussion-là. Merci à toi, c'est un honneur, puis c'est en effet un vaste sujet. Tellement vaste. Puis c'est ça au point qu'on s'est dit là, on veut parler d'auto-érotisme aujourd'hui, on veut parler des orgasmes, des types d'orgasmes, de plein d'autres choses aussi. Fait que peut-être pour introduire cette belle conversation-là, j'aimerais ça peut-être que tu nous dises pour toi, c'est quoi le plaisir? C'est quoi le plaisir? En quoi le plaisir, c'est important dans ta vie? C'est quoi ta relation avec le plaisir? Comment tu l'as découvert peut-être ou ton cheminement par rapport à ça? Je sais pas si tu aurais envie d'ouvrir comme ça. Ben oui, c'est une bonne intro, j'aime ça, être surprise. Ben, en fait, j'ai eu un côté très sérieux quand j'étais enfant et même adolescente, je dirais. J'étais très intérieure, très intellectuelle. Puis à cause de mon histoire de vie, j'ai perdu mon père quand j'avais 2 ans. Je suis devenue une petite fille modèle, très bonne à l'école, très studieuse, dans ma chambre avec mes bouquins. Et je pense qu'à un moment donné, c'était trop mental, mon affaire. Il fallait que j'équilibre un peu les choses. Donc, il a fallu qu'à un moment donné, je lâche mon fou et que je dévisse un peu le couvercle de cette tête-là, qui est fantastique, là, mais tu sais, je lisais L'être et le néant quand j'avais 15 ans. C'était un petit peu intense. Fait qu'il fallait que je revienne dans mon corps. Donc, ma démarche pour passer de ma tête à mon corps, elle a commencé quand même à peu près à 16-17 ans. Et pour moi, ce que ça m'amène le plaisir, c'est un équilibre, justement, entre les différentes facettes de moi. Puis, ça m'amène une immense vitalité, une joie, un lien avec ce qui m'entoure, puis un enthousiasme aussi. Puis, la racine du mot enthousiasme, c'est entheos, c'est porté par le divin, hein, par le souffle. Ah, je savais pas. Un beau mot, j'adore l'étymologie. Porté par le divin. Oui, donc ce qui nous enthousiasme, ce qui nous appelle, c'est souvent ce dans quoi on a quelque chose à réaliser, quelque chose à accomplir et des talents aussi pour le faire. Il y a une métaphore que j'avais entendue sur le plaisir que j'aime beaucoup. Une vie sans aucun plaisir, ce serait comme un arbre avec des fruits desséchés dedans. Une vie avec des plaisirs de type excessif et compulsif avec de l'addiction, ce serait comme un arbre avec des fruits pourris dedans. Donc, dans les deux cas, on ne peut pas se nourrir. Ça ne coûte pas bon. Hein? Mais le plaisir, quand il y a sa juste place, des plaisirs sains qui ne sont pas nocifs pour le corps, des plaisirs qui sont respectueux de soi, des autres, de la planète, bien, ça a sa place pour
exulter, pour être dans l'appréciation, dans la gratitude, dans la révérence envers la vie. Si on avait une vie que de devoirs et que de machinal, ça serait infernal. Je veux dire, fait que moi, j'ai été chercher mon côté fichu brin d'acier, que j'appelle, pour m'amuser un peu plus dans la vie. Hmm. Wow, j'aime vraiment ça. Puis, est-ce que, est-ce que maintenant tu sens que tu sais que ça, c'est quoi tes plus grandes portes de plaisir, tu sais? Là, c'est sûr qu'on notre thème, c'est la sexualité, mais c'est-tu un peu comme ça que l'importance que tu as accordée à la sexualité dans ta vie est venue vers toi? Est-ce que tu dirais que c'est ta plus Mhm. grande porte de plaisir dans ta vie? C'est une des plus grandes, oui, en Ah effet. ah. Il y a quand même des plaisirs de toutes sortes, hein, comme le plaisir intellectuel, je l'ai encore. Le plaisir de comprendre, d'analyser, j'aime apprendre des langues, j'aime comprendre des concepts. Donc, il y a différents types de plaisirs. Il y a le plaisir de l'amitié, de la bonne compagnie. Il y a le plaisir de voyager. Il y a le plaisir de Oui. manger du chocolat. Mais la Hmm. sexualité, c'est sûr que c'est un peu sur le podium, c'est peut-être en numéro un parce que je suis une grande amoureuse et ça vient nourrir à la fois le cœur et le corps. Donc, Hmm, moi, hmm, j'ai découvert le plaisir par moi-même au niveau physique quand j'avais mon éveil hormonal, là, 13 ans, 14 ans. L'auto-érotisme est arrivé dans ma vie. Puis, ça n'a jamais arrêté vraiment. C'est sûr qu'il y a des périodes où je me déglige un peu plus, puis des fois, j'y reviens. Mais ça fait partie de ma vie. Ben écoute, j'aimerais peut-être ça, tu sais, qu'on plonge tout simplement dans ça, dans cet Mhm, auto-érotisme. mhm. Euh, comment est-ce que comment tu as envie de l'introduire? Tu sais, dans le sens où, toi, comment, tu sais, c'est venu souvent, ça vient naturellement à l'adolescence, on est curieux, on ressent le plaisir dans nos organes génitaux, on s'explore. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur ça, tu sais, dans l'importance que ça a dans notre vie de femme, dans notre plaisir aussi, la découverte de l'éveil de notre plaisir? Mhm. C'est très fondateur, je pense, de se veiller à soi-même en premier pour pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre après. Je crois qu'on se prendre en main littéralement pour pas être justement dépendante de l'autre et pour pas être ignorante de comment mon corps fonctionne, qu'est-ce que j'aime moins, puis d'apprendre à moi-même me célébrer parce qu'en fait, c'est ça pour moi l'auto-érotisme. Je préfère ce mot-là parce que masturbation, encore une fois, la racine étymologique en latin, c'est souiller avec la main ou perturber avec la main, ce qui est pas super chouette, Non, évidemment. effectivement. Donc, j'aime mieux auto-érotisme. C'est plus long, mais c'est plus beau. Puis, c'est de s'apprendre, comme si notre corps, c'est un instrument de musique. Puis, on apprend à tirer des accords, des harmonies, des arpèges. Donc, en essayant plein de choses et en prenant du temps de qualité avec soi-même. Ça peut être un beau moment de qualité qu'on s'offre. Puis, dans ça, il y a place à beaucoup de créativité. Donc, c'est quelque chose que je donne des coachings pour ça en individuel, l'auto-érotisme amoureux et conscient, ou en groupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ratisser très large avec ça. On peut jouer. On peut. J'ai certaines de mes clientes qui sont très créatives. Ils vont se faire des striptease à elles-mêmes dans le miroir. Ils vont s'habiller en burlesque. Ils vont se faire un auto body painting. L'érotisme, c'est large. C'est pas juste la main sur le clitoris, là. C'est vraiment vivre dans mon corps, danser, par exemple, euh, m'inspirer des éléments de la nature. OK, ce serait quoi bouger comme de l'eau? Ce serait quoi m'inspirer de l'élément feu aujourd'hui pour me faire l'amour? Ce serait quoi m'inspirer de la lune ou du soleil? Puis de naviguer là-dedans, ou quel animal de pouvoir j'ai envie d'être aujourd'hui? Je peux me mettre à quatre pattes, devenir un félin ou un serpent. Puis à partir de là, ben, connecter avec ma nature plus primale, plus animale et instinctive de femme sauvage, mais aussi ma partie spirituelle. Si je veux, je peux méditer en imaginant que je me couche à plat ventre, je fais l'amour avec la terre, ou je me tourne sur le dos, puis c'est le ciel qui me fait l'amour, c'est l'énergie du soleil. Il y a beaucoup de possibilités, donc souvent, avec les mains, sans les mains, avec des jouets, sans les jouets, euh, il y a beaucoup de richesses possibles si on se redonne la chance d'aller chercher du nouveau vocabulaire. Autant je parle de mots que de répertoire de gestes. Puis des fois, on manque d'idées. Donc, moi, en tant que coach, une de mes forces, c'est de suggérer plein de petits micro-rituels pour amener du sacré, amener de la conscience, amener de la diversité puis du jeu. Parce que ce qui fait une rencontre amoureuse réussie, que ce soit avec soi ou avec l'autre, c'est beaucoup la qualité de présence. Donc, comment je peux développer ma qualité de présence envers moi? Ben, c'est en écoutant. De quoi elle a vraiment envie aujourd'hui, ma vulve? De quoi mon sexe a vraiment envie d'y faire un câlin, d'y parler, de l'écouter? Des fois, on peut lui donner un nom. C'est toutes des pratiques qui amènent à avoir une relation
avec cette partie-là. Nous, c'est nous, là. Je veux dire, il y en a qui n'aiment pas donner un nom à leur sexe parce qu'ils trouvent que ça nous coupe en deux puis ça fait comme un peu schizophrénique. Mais en fait, moi, je trouve que ça lui donne une personnalité, ça lui donne une existence propre. C'est juste quelques exemples, mais je pourrais en donner d'autres. Mais l'idée, c'est de revenir à mettre l'emphase plus sur le plaisir que sur l'orgasme. Parce que l'orgasme est agréable quand il arrive, mais chaque petite sensation de plaisir peut être ramassée, cultivée comme un mini-orgasme en soi. C'est-à-dire que tous les plaisirs sont bons à accueillir. Il y en a des plus doux, des plus subtils, il y en a des plus forts, des plus électrifiants, mais ils sont tous valables, toutes les formes de plaisir. Donc, ouais, puis j'ai juste envie, tu sais, il y a tellement à dire, puis je veux que tu continues, mais j'ai envie de partager à quel point j'aime ça que tu dis ça, parce que moi, c'est beaucoup ça ma porte dans mon auto-érotisme. C'est les éléments, c'est dans le subtil aussi, ben, entre autres, mais beaucoup dans ma connexion aux éléments, à l'intérieur de moi, dans mon corps, ouvrir les sens à travers ça, tu sais, ouais, faire l'amour à la terre, à l'eau, au feu, l'animal en moi, cette énergie instinctive-là, fait que ça me parle vraiment beaucoup, puis je trouve que de reconnecter à l'animal, tu sais, à notre énergie instinctive, notre éros primordial, là, tu sais, moi, je trouve ça vraiment de jouer à ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, c'est vraiment le fun d'amener ce jeu-là. Fait que je trouve ça fun que tu sais, de pas prendre ça trop au sérieux aussi, puis d'explorer à travers les éléments, à travers ce qui nous fait vibrer. Fait que moi, c'est plus ça, les éléments, les animaux, tu sais. Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose, j'imagine. Comme tu dis, c'est vaste, toutes les possibilités d'exploration. Exact, c'est ça. C'est d'explorer tout son corps aussi, pas de s'en tenir juste à ce qui est plus évident, qui est le milieu de la cible, on va dire ça comme ça. Les zones en périphérie. Tu sais, caresser les aines avant d'arriver à l'extérieur de la vulve, avant d'arriver à l'intérieur, puis au milieu de la vulve, puis avant d'arriver à l'intérieur du vagin, d'y aller par étapes, de se donner le goût de se teaser soi-même, de s'agacer soi-même, puis de bâtir tranquillement une charge, une chaleur, parce qu'il n'y a rien qui presse, en fait. Et c'est aussi ça, c'est de redécouvrir c'est quoi mon tempo aujourd'hui, c'est de quoi j'ai envie aujourd'hui. Puis pour ça, il faut prendre une pause sacrée, il faut s'arrêter. Si je prends jamais de pause, ben, je peux pas entendre les signaux subtils de mon corps parce que mon corps ne me parle pas avec des mots, mais avec des frissons, avec des sensations de chaud, de froid, de tremblement. Donc, c'est vraiment comme un nouveau-né, mon corps, il parle avec du non-verbal. Fait que si je m'arrête pas, je vais le bypasser avec ma tête. Je vais faire la même chose que j'ai faite la dernière fois parce que c'était bon, mais c'est mental, ça. C'est pas ressenti dans l'instant. Puis il y a des journées que ce que j'ai besoin, c'est bien plus de relaxer que d'avoir un gros orgasme percutant qui va faire que je vais avoir les jambes molles après, puis je vais avoir de la misère à faire mes tâches. Puis, tu sais, ça dépend des journées, ça dépend de mon cycle, ça dépend de ce que j'ai vécu dans ma journée. Donc, c'est vraiment ça qui va construire aussi une confiance en soi sexuelle. À force de me connaître, je vois qu'il y a des choses que c'est vraiment turn-off, ça marche vraiment pas pour moi, jamais. Fait que je le sais, je l'ai essayé, puis ça marche pas. J'aime pas ça. Donc, je peux le transmettre, cette connaissance-là, à un ou une partenaire après. Puis je peux m'assumer dans ça, puis me dire, OK, moi, c'est comme ça que mon corps est, puis c'est comme ça qu'il fonctionne pour l'instant. Puis il y a des choses qui vont évoluer au cours de la vie, mais il y a des choses qui vont rester quand même stables ou semblables. Par exemple, il y a des gens qui ont le clitoris tellement sensible qu'on ne peut pas mettre de toucher direct. Donc, il faut y aller indirect, avec beaucoup de lubrifiant sur le côté du capuchon, etc. D'autres, on peut y aller très fort, on peut décapuchonner le clitoris. Donc, ça, c'est des choses à savoir sur soi-même. C'est pour faciliter l'accès au plaisir, puis pour pouvoir le communiquer avec quelqu'un avec qui on veut être intime. Fait que ça construit une estime de soi aussi. Si je me connais, puis je m'aime, puis je prends soin de mes besoins, ben, il y a un accès plus facile à la sexualité par la suite, à deux ou à trois pour ceux qui s'intéressent. Mais... Oui, puis cette confiance en soi-là, c'est aussi de pouvoir s'habiter soi-même dans son corps avec toute cette énergie qui est réveillée à travers ça aussi, tu sais, d'en prendre le temps d'éveiller son énergie, son plaisir, tu sais, pour moi, c'est s'habiter aussi. Fait que ça vient avec une confiance. Ouais. Exact. Puis de remarquer le moment où la sensation change de saveur. Par exemple, une sensation qui était neutre peut devenir agréable. Une sensation qui était agréable peut devenir agaçante si elle est maintenue longtemps. C'est comme quand il fait très chaud puis je prends une douche glacée, c'est super agréable pendant 2-3 minutes, mais si je reste là 20 minutes, je vais faire de l'hypothermie. Donc, dans la sexualité, des fois,
on commence une caresse, puis on la poursuit jusqu'à l'absurdité de se faire presque mal des fois parce qu'on a commencé, puis c'était bon au début. Mais là, c'est plus bon. C'est le temps de changer. Donc, allô, il faut entendre les petits signaux de notre corps qui nous amènent à nous ajuster puis à nous harmoniser avec. Puis quand on est avec un partenaire, il faut pouvoir l'exprimer aussi, ça. Oui, exactement. Puis c'est vraiment un des atouts de faire de l'auto-érotisme, que ce soit régulièrement ou de temps en temps, c'est de pouvoir mieux communiquer puis de pouvoir mieux s'harmoniser ensemble. Parce que la satisfaction sexuelle découle beaucoup de l'harmonie entre les deux personnes puis de la connexion entre les deux personnes. Moi, quand j'admets des ateliers de tantra puis qu'on demandait aux femmes qu'est-ce qui, pour vous, crée une rencontre sexuelle ou intime réussie, j'ai jamais entendu personne me parler de grosseur de pénis, de nombre d'orgasmes, de performance. Là. C'est jamais arrivé en 10 ans. Là. C'était vraiment juste au niveau du jeu, de la tendresse, de la complicité, de l'exploration, etc., la créativité. Ouais, C'est ça qu'on recherche souvent, les humains, c'est la connexion. Donc, ça peut prendre différentes formes pour différentes personnes parce qu'on a tous des thèmes érotiques différents. Il y en a qui recherchent plus la soumission, il y en a qui recherchent plus le pouvoir, l'abandon ou le plaisir pur. Il y en a que c'est plus la connexion de cœur, il y en a que c'est le jeu puis la diversité. Mais dans tous les cas, on essaie d'aller chercher quelque chose dans la sexualité. On essaie de répondre à des besoins. Pourquoi on fait l'amour, dans le fond? C'est quoi qui nous drive? C'est quoi qui nous anime? Ouais, c'est pas toujours uniquement la connexion, hein, parce que dans toutes ces explorations-là, il y a plein de besoins inconscients qui peuvent, tu sais, qui se cherchent à être nourris à travers ça. Oui. Des beaux, puis des fois des moins beaux inconsciemment, des besoins de réparation du passé, des besoins des blessures d'abandon. Donc, j'ai besoin qu'on adore parce que j'ai été abandonnée. Ben, ça, il y a des livres intéressants qui ont été écrits là-dessus, de Michel Doré puis de Jack Morin, entre autres, pour ceux qui veulent lire là-dessus. Ouais, puis est-ce que tu as envie de nous parler du lâcher-prise? C'est quoi le rôle du lâcher-prise dans cette exploration-là ou de l'abandon, tu sais, comme le surrender en anglais, Je pense que c'est vraiment une belle grande clé parce que c'est ultimement l'abandon à la vie, l'abandon à ce qui est plus grand que nous. Fait que c'est pas nécessairement facile parce qu'au quotidien, on nous demande d'être très efficace, performant et en contrôle. On est dans une société de faire. Donc, d'arriver dans l'intimité, de fermer la porte, puis ça, je suis une algue dans l'océan, c'est pas nécessairement facile et donné à tous et à toutes. Donc, je pense que c'est de se laisser traverser par quelque chose. Puis, ce qui aide le plus, c'est le souffle, parce que le souffle, c'est l'esprit. Hein? En latin, spiritu, c'est le souffle. Donc, c'est quand même le projet d'une vie, mais pour moi, ce que j'aime, c'est que en avançant en âge, je deviens un peu plus capable de m'abandonner. Parce que j'ai plus confiance en l'amour. J'ai plus confiance aussi que je suis portée par quelque chose en moi et à l'extérieur de moi qui fait que je peux me lâcher. Donc, je crois que ça contribue beaucoup à aller vers des états modifiés de conscience, de pouvoir s'abandonner. Dans mon cas, ça m'a aidé aussi de faire certaines médecines, tu sais, des plantes sacrées qui amènent dans des états de conscience modifiés. Là, maintenant, j'en fais plus ou presque plus parce que c'est plus nécessaire, mais ça m'a amené, c'est une école de lâcher prise et je pense que ça améliore l'intimité, d'être capable de détendre les muscles, enlever les attentes, enlever les a priori, enlever un peu les scories mentales qu'il y a autour de ça pour arriver dans l'instant présent. J'appelle ça le point zéro. Ici, maintenant, ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui est vivant? C'est quoi qui est vrai? C'est quoi qui est juicy? Puis c'est quoi qui veut se dire, qui veut se vivre, qui veut se nommer, qui veut être donné et reçu? Qu'est-ce que j'ai envie de donner dans ma sexualité? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir au plus profond de moi? Puis c'est d'oser dire oui à ça. Fait que des fois, je pense que les femmes, on a de la misère à s'assumer puis à prendre toute notre place dans le sens que on est beaucoup socialisé en termes de lien. Mon lien à l'autre est tellement important et précieux que je vais tout faire pour que ça aille bien. Puis après, moi, je passe en deuxième. Exact. Les personnes qui sont nées dans des corps d'hommes ont été plus socialisées à s'occuper d'abord de leur succès, leurs affaires, leur travail, leurs trucs. Puis la relation vient souvent deuxième dans leur perception du monde. J'ose espérer que c'est en train de changer, mais quand même, c'est rare qu'on demande à un petit gars de 12 ans, veux-tu avoir des enfants plus tard, veux-tu te marier? C'est pas ça que tu veux faire dans la vie. C'est plus ça. Fait que là, je fais une grande digression, mais je crois que le lâcher-prise, c'est vraiment une des clés pour aller vers le mystère, aller vers l'inconnu. Donc, si je suis toujours en train de juste reproduire ce que je connais, ben ça va devenir très automatique, très mécanique. Puis c'est un peu ça le piège de la porno aussi.
ou d'une sexualité trop mécanique. C'est qu'on connaît comment ça fonctionne, entre guillemets. On reproduit ça et ça et ça, puis on veut plus d'intensité tout le temps, on rajoute de la friction là-dedans, mais dans le fond, des fois, c'est juste une main sur le cœur qui va me faire craquer complètement, qui va m'ouvrir, qui fait que je pleure, puis qu'après, je suis comme un jellyfish, je suis plus molle, puis là, le plaisir a plus de place pour circuler. C'est comme si mon contenant de plaisir devient plus vaste. Au lieu d'être juste dans le clitoris ou juste dans le bassin, là, ça peut voyager vers le cœur, vers les pieds, vers la tête, vers le troisième œil, vers... Moi, ce que je retiens dans tout ce que tu partages, c'est beaucoup l'écoute. L'écoute. Plutôt que les conditionnements ou la mécanique génitale ou tu sais tout ça, d'être dans cette écoute-là, cette connexion-là avec soi, avec l'autre si on a un partenaire, tu sais. Ouais, puis tu sais, on dirait que j'aimerais ça aussi t'entendre parler des seins, hein, parce que c'est sûr que tu sais, je pense qu'il y a toute une exploration à faire, là, la poitrine, le cœur, les seins. Ça peut, j'imagine, tu sais, ça peut créer tellement d'ouverture, tu sais, de pouvoir amener un focus, une attention particulière aussi. Il y a vraiment un lien énergétique entre nos seins, notre sexe, puis c'est vraiment à découvrir au niveau, justement, exactement comme tu l'as nommé. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont des utérus ou des femmes qui préfèrent qu'on commence par les seins avant d'aller au sexe parce que c'est comme effectivement un prolongement de notre cœur. Fait que si la douceur est là, si l'écoute est là, mais là, on a confiance pour ouvrir un autre étage aussi. Puis ça amène une sécrétion d'endorphine et tout. Puis j'avais lu de Mantak Chia quelque chose de très surprenant. Il disait qu'avant, on était des mammifères à quatre pattes, puis qu'on avait des rangées de mamelons qui descendent, puis qu'on avait une mémoire de ça ancestrale, puis que c'est comme, il appelait ça la voie lactée du plaisir féminin. Je vous dis, là, essayez ça, c'est capoté, là. C'est de se caresser le corps dessous, là où seraient les mamelles si on avait une rangée si on était un mammifère quadrupède. Donc, en dessous des seins, puis un peu sur les côtés des flancs, là, c'est extrêmement sensible et c'est extrêmement vitalisant. Ça fait comme lancer des petites étincelles partout dans le corps, puis de commencer par le tour des seins avant d'aller au mamelon, puis de l'aréole avant d'aller au mamelon, puis de vraiment essayer de juste mettre le mamelon dans le centre de la main pour mettre de la chaleur. Tu sais, au lieu de toujours les agripper, les appuyer fort, les malaxer, les pincer, de juste aller en ultra douceur. Pour certaines personnes, ça va marcher mieux que trop d'intensité. Encore une fois, il faut essayer, en fait, différentes nuances. Il y a des gens qui aiment ça fort, c'est parfait. Mais si on n'a jamais eu de douceur, on ne sait même pas que c'est possible, que ça existe. Ouais. Fait que d'explorer toute la vaste gamme des possibilités plutôt que de se limiter à une façon parce que c'est ça qu'on connaît. Sortir de sa zone de confort, explorer. Il y a des ressources comme par exemple Oh My God Yes, OMG Yes. C'est un cours en ligne qu'on peut acheter. On voit des femmes se masturber en temps réel, mais pas jusqu'à l'orgasme, mais juste pour montrer quels mouvements elles font, quels gestes elles font. C'est de l'éducation populaire, c'est vraiment beau. Il y a aussi Jouissance Club, qui est un beau petit livre écrit par une personne queer française avec des dessins qui illustrent comment on peut toucher une vulve, un vagin, un pénis avec les mains ou la bouche pour varier les choses qu'on peut faire. Il faut sortir un peu de trucs hétéronormatifs, pénis dans le vagin, que pour les gens qui sont hétérosexuels, des fois, on retombe vite là-dedans, très vite. Ça peut être délicieux, j'en conviens, je trouve ça délicieux, mais si on va trop vite là tout le temps, ça devient le default setting, ça devient le mode par défaut, puis ça devient un peu ennuyant s'il n'y a que ça. Je veux dire, on peut faire mille et mille et mille choses, on peut se lécher partout, on peut se mettre dans plein de positions, on peut rouler comme dans une espèce de danse contact, tai chi, on n'est pas obligé d'être figé là, dans un truc. Tu sais, il y a aussi un écrit qui a été fait en France, ça s'appelle Au-delà de la pénétration, puis ça disait, si le sexe était vraiment à propos du plaisir et non pas de la domination, les femmes seraient beaucoup moins pénétrées et les hommes beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup de plaisir au niveau anal, au niveau prostate pour les hommes, mais c'est encore tabou, on pense que c'est pour les personnes gays, et ça n'a aucun rapport. Donc, bref, c'est comme d'être plus curieux, encore une fois, des possibilités de notre corps. Puis si on parle justement de type d'orgasme, là, ça devient intéressant dans le sens où il y a différentes parties du corps qui vont induire des orgasmes. Comme il y a des femmes ou des hommes qui peuvent avoir des orgasmes juste par les mamelons. Vraiment juste que les mamelons. Et ça peut paraître surprenant si nous, on ne l'a jamais vécu, mais c'est quelque chose qu'on peut cultiver. C'est la même chose avec presque toutes les parties du corps. Okay? Je vais te nommer des parties du corps que moi, je connais des gens, ou peut-être moi ou d'autres personnes que je connais ont eu des orgasmes avec ça. Les cheveux, se faire passer la main des cheveux.
Une de mes amies, pendant la pandémie, elle s'ennuyait parce qu'elle s'est beaucoup travaillé le nez, puis elle se caressait beaucoup le nez puis les narines. Puis à un moment donné, elle a mis un vibrateur là, puis elle a eu un genre d'orgasme d'éternuement, mais elle a dit que c'était vraiment bon. J'ai Wow. j'ai connu quelqu'un qui avait des orgasmes par sympathie, c'est-à-dire que quand son conjoint avait un orgasme, elle pouvait orgasmer en même temps, même s'il n'était pas en train de se toucher. Parce que ça faisait très longtemps qu'ils étaient ensemble, ils étaient très synchronisés. Elle le sentait monter son énergie. Il y a des gens qui ont des orgasmes endormants, comme des rêves érotiques. Il y a des gens qui peuvent jouir même juste par la pensée, en se concentrant beaucoup. L'anus, le clitoris externe, interne, l'urètre, euh, le point G, le fameux point G, mais aussi pour les personnes qui sont paralysées en partie ou en totalité, ils vont transférer l'érotisme dans d'autres parties du corps. Par exemple, à force de caresser les lobes d'oreilles ou les lèvres de la bouche, de sucer les doigts, par exemple, on peut arriver à susciter un orgasme. Il y a le col de l'utérus aussi, qui est un autre point de plaisir important. Puis tout ça, là, c'est accessible à des humains qui ont un système nerveux. Donc, toi, moi, tout le monde. C'est juste que ça prend un peu de pratique. Parce qu'on peut, toute notre vie, créer des nouveaux chemins neuronaux, mais il faut pratiquer, il faut le faire, il faut le refaire, il faut essayer, il faut réessayer. C'est pas en une fois nécessairement qu'on va accéder à ce genre de plaisir-là. Mais c'est en se donnant la permission, en sachant que ça existe, en sachant que c'est possible, qu'on mérite et que c'est possible d'avoir autant de plaisir. Il y a les fameux orgasmes énergétiques. Euh, Ça, c'est plus complexe. Hein? Tu pourrais peut-être m'expliquer, toi, ta version de ça, comment tu le ressens. Mais moi, je dirais que c'est un peu comme océanique, c'est comme des vagues, c'est un peu plus diffus. Des fois, le corps, il va onduler tout seul, il va faire le serpent, ou il va trembler, ou il va shaker. C'est très, très agréable, c'est très subtil, quoi, c'est énergétique. Donc, c'est pas nécessairement aussi fort qu'un orgasme de type climax régulier, Mhm. où il y a vraiment une nette, un basculement, intensité, intensité, apaisement, repos. Il n'y a pas nécessairement ça que l'orgasme énergétique, ça peut durer, continuer, 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 donc c'est plus Exact. océanique. Toi, est-ce Tout que à tu fait. expérimentes ça aussi? Ben moi, Quelque chose j'ai de vécu ça semblable. la première fois en yoga, en faisant, tu sais, Mhm. c'est ça, dans une formation professorale de yoga, fait que je faisais du yoga énormément. Puis à un moment donné, c'est la première fois que je l'avais vécu, mais oui, c'était comme vraiment partout. Ça allait émerger dans mon le bas de mon dos, mais ça l'a pris tout mon corps. Puis oui, c'est quelque chose qui peut durer très longtemps. Euh, ouais, ouais, vraiment. Beaucoup de plaisir, mais c'est très, très différent. Comme tu le nommes tu l'expliques très bien, c'est très différent de ce climax, tu sais, c'est très différent la courbe. Mhm. Ouais. Mhm. Au lieu d'un gros Ouais, coup de puis tonnerre, c'est plus comme une pluie, tu sais, qui n'arrête pas, oui, un ruissellement ou une rivière, je sais pas, là. oui, ouais. Ouais, puis je serais curieuse de t'entendre sur l'éjaculation féminine aussi, Marika, dans ça, tu sais, Mhm. quand on parle de type d'orgasme. Ouais. Ben, Mhm. je- avant, je vais répondre à ta question, mais j'ai eu l'idée ce matin de dire, OK, c'est Mhm. quoi la différence entre être multi-orgasmique puis polyorgasmique? J'ai inventé ce Oui. mot-là, il n'existe pas. Multi-orgasmique, ça pourrait vouloir dire que je peux avoir plusieurs orgasmes dans la même séance. Donc, ça OK. pourrait être le même type d'orgasme répété plusieurs fois. Puis, je dirais que polyorgasmique, ce serait des orgasmes de type différent ou de saveur différente. Parce que pour moi, c'est Ah, vraiment pas pareil éjaculer qu'un orgasme clitoridien, que l'orgasme du col, par exemple. Que moi, j'appelle oui. ça des heart orgasms. Ça me remonte dans le cœur et dans la gorge. Mais ça, j'ai découvert ça sur le tard, donc plus 40, 44, 45 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose de savoir que ça existe. Donc, l'éjaculation féminine, euh, ça a l'air que l'éponge urétrale, donc ce qui entoure l'urètre pour pas qu'il se fasse abîmer, dans le fond, dans les relations sexuelles, il y a une petite éponge, là, l'évolution a fait ça dans notre corps, qui fait que, un peu comme de la mousse là, qui entoure l'urètre, parce que c'est un tout petit canal qui pourrait être endommagé par la pénétration s'il n'y avait pas ça. Ça agit un peu comme une prostate, un peu comme ça sécrète des substances qui ressemblent à ce que la prostate masculine sécrète. Ça sort par des petites glandes de Skene et en partie par l'urètre. Donc, ça reste mystérieux, hein, quand même en 2024. Mais bon, il y aurait peut-être une partie de ce liquide-là qui vient de la vessie, puis une partie qui viendrait comme du système lymphatique, ce qui fait qu'il peut se renouveler presque à l'infini. Quelqu'un qui éjacule peut éjaculer des grosses quantités. Ce n'est pas un trophée, c'est pas quelque chose à atteindre à tout prix. C'est une chose qui peut arriver quand on se détend complètement. Ça peut être gênant parce qu'on ne sait pas trop, est-ce que c'est de l'urine, est-ce que c'est pas de l'urine, mais ça peut être très, très doux et agréable, comme ça peut être un jet plus fort.
c'est pas nécessairement associé à un orgasme de type paroxysme. Pour certaines femmes, c'est ensemble. Et pour certaines femmes ou personnes avec des vulves, c'est séparé. Donc, c'est pas une course, là. Faut pas à tout prix avoir ça, là. C'est pas... Moi, j'ai connu ça grâce à un amant qui s'est un peu ostiné avec mon point G. Il a quand même insisté, même que ça m'agaçait presque, parce qu'il a fallu qu'il y aille un peu fort et tout ça. Un coup, ça a été ouvert, le chemin, c'est resté là, puis des fois, ça tombe en dormance pendant quelques mois ou quelques années, puis ça revient. Fait que, des fois, ça peut aller avec l'excitation mentale, des fois, ça peut aller avec l'ouverture de cœur. C'est assez complexe. J'avais déjà parlé avec une personne aussi qui me disait la même chose, que des fois, quand elle était très amoureuse, ça se passait, ou quand elle était très, très, très horny, hein, très excitée, ça se passait. Donc, c'est pas quelque chose qui, en théorie, tout le monde pourrait le vivre, mais c'est pas obligé. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les orgasmes. Tout plaisir est bon à prendre. L'orgasme énergétique n'est pas supérieur à l'orgasme plus de type clitoridien externe ou interne, là, parce que la structure interne du clitoris est très longue, est très grande. On a des piliers internes qui entourent les grandes lèvres qui font que quand on est très excité puis que la vulve devient gorgée vers l'extérieur, c'est ça qui est engorgé, c'est les piliers du clitoris. Ça entoure l'entrée du vagin. Donc, quand on jouit juste de l'intérieur, ça reste quand même le clitoris. Donc, Freud avait tort en passant de dire que les femmes clitoridiennes étaient moins matures que les femmes vaginales parce qu'en fait, c'est la même structure, externe et interne. Juste une petite parenthèse pour celles ou ceux qui ne le savaient pas, c'est pas... Ouais. C'est la même chose. Ouais, puis merci pour tout ce que tu partages. C'est tellement riche. Puis c'est sûr que moi, ce qui est très mystérieux aussi, tu sais, on l'avait effleuré le sujet, c'est, tu sais, toute l'armure, hein, l'armure de la yoni, toutes nos armures et même le col de l'utérus. Si tu parles de ce type d'orgasme qui vient du col de l'utérus, qui peut être un type d'orgasme très puissant aussi, mais où là aussi, il peut y avoir vraiment comme des armures. Oui. Tu sais, comme ça, il y a comme un travail, si on peut dire, à faire, tu sais, pour ouvrir ces espaces-là. Puis la yoni en tant que telle aussi, tu sais, j'aimerais ça t'entendre sur ça, parce que je sais que tu travailles beaucoup là-dessus aussi, tu sais, de désarmurer. Oui, c'est vrai, décuirasser. Décuirasser. C'est vrai que le col, ça peut être un lieu de grande douleur aussi. Donc, Ouais. selon les taoïstes, c'est le point le plus féminin du corps parce que il est vraiment interne et profond. Tu sais, le col de l'utérus, c'est le bout du vagin. On ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, c'est caché et c'est protégé et c'est très intime et c'est relié au nerf vague. Hein. C'est pas comme le clitoris, c'est relié au nerf pudendal, qui veut dire honteux. Le nerf honteux, c'est fantastique. Mais c'est pas le même circuit nerveux. Donc, c'est ressenti souvent comme plus profond et plus émotionnel et plus relié à notre état d'âme. Donc, on ne peut pas vraiment forcer ça. Il faut se rendre disponible. Puis moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu le VPH, j'ai eu des cellules précancéreuses au col. Donc, pendant longtemps, mon col faisait mal et il saignait à rien. Donc, c'était pas agréable du tout d'aller le toucher. Puis avec le temps, ça a cicatrisé et j'ai commencé à mettre ma conscience là, puis à commencer à mettre l'amour là. Et avec le temps, c'est devenu un endroit de plaisir, mais ça a été très graduel. Là. Ça s'est étalé sur des années, jusqu'à temps que j'entende parler de ça, l'orgasme du col, et que j'ai fait c'est quoi ça? Moi, tout ce qui est plaisir, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Donc, j'ai dit, I want that. J'en veux, moi aussi, de ça. Et je me suis mis à chercher les positions les plus favorables. Puis c'est vraiment de permettre au doigt, si c'est un doigt, ou au pénis, si c'est un pénis, de rester en contact avec le col et de communier, si on veut, et d'être à l'écoute, et de faire des mouvements plus lents et plus doux et plus appuyés, mais en lenteur. C'est ce qui fait que, puis pour d'autres femmes, c'est mieux en vitesse et en force peut-être aussi. Ça dépend des personnes, en fait. Ça dépend des corps. Mais c'est vraiment de sentir la connexion électromagnétique, je dirais, avec le col, puis de donner de l'amour. Puis au niveau d'enlever les cuirasses, ben, c'est quelque chose que je fais dans mon travail au niveau du toucher, avec les massages tantriques, massage intégral, ou j'appelle ça aussi massage dévotionnel. Puis je suis en train de me spécialiser en de-armoring, qui est l'enlèvement des cuirasses. Donc, c'est vraiment simple, en fait. C'est vraiment la présence, l'écoute, la respiration, faire des sons, donner la permission au corps de bouger par lui-même et d'aller connecter des fois avec des mémoires enfouies, des émotions enfouies, puis de les laisser aller. Et des fois, ça a un petit côté chamanique, des fois, c'est purement physiologique. Il y a une tension là, il y a un ligament là qui tire, OK. Des fois, il y a des pleurs, des fois, il y a des guérisons, des fois, il y a des mémoires d'abus qui sortent ou d'avortement ou de naissance difficile, etc. Fait que c'est vraiment d'être dans l'accueil, c'est vraiment d'être dans l'amour, puis d'être assez patient pour rester là assez longtemps pour qu'il se passe quelque chose.
Ça prend du temps quand même, ces séances-là. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que ça redonne de la liberté, ça redonne les femmes sans puissance et se reconnectent et se réapproprient leur corps et s'habitent davantage. Donc, ça connecte un peu plus cœur-sexe après. C'est pas magique, là, c'est pas en une séance qu'on va tout régler, tout guérir, mais c'est un toucher qu'on n'a jamais eu. Parce que c'est pas un toucher gynécologique, c'est pas un toucher sexuel de type masturbatoire, c'est vraiment une cartographie, c'est vraiment un dialogue, une écoute. Les mains écoutent autant qu'elles parlent. Ouais, puis tu sais, donc dans ces tensions, les douleurs qu'on peut sentir, que ce soit, tu sais, au niveau de la vulve, le vagin ou le col de l'utérus, tu sais, au fond, d'amener une présence pour être à l'écoute, créer une relation, tu sais, plutôt que juste éviter ces endroits-là. Exact, exact. Mhm. D'y aller progressivement, mais d'y aller parce que souvent, c'est la coupure qui fait le plus mal, c'est de se couper de la partie, c'est de l'isoler, c'est de faire, de se recroqueviller pour ne pas la sentir, à abandonner la partie. Exact. Hein? Souvent, ce qui fait mal, les tensions, c'est que ça a besoin de notre attention et de nos soins. C'est ça, en fait. Hein? Ouais. Ouais, je suis très inspirée de ta mission, de ton travail. Pour moi, ça, c'est tellement important, en fait, tout ça. Tellement important dans ce cheminement de libération, de liberté intérieure, de pouvoir s'incarner, être pleinement vivante dans notre corps, dans tout ce qu'on est, tu sais. Ouais. Dans les ateliers de groupe, si je peux me permettre d'en parler brièvement, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la honte qui existe en rapport avec notre corps, la façon de quoi il a l'air, dans le fond, puis sur nos organes génitaux. Parce que c'est beaucoup ça qui est dans le chemin du plaisir, c'est la honte, la gêne, le côté de nous qui n'est pas à l'aise. Fait qu'on on va être, pendant 2 jours, on va être un petit groupe de femmes, 10-12 femmes, nues, on est nues, puis on regarde nos vulves. Donc, c'est quand même très libérateur. Et on va parler de notre relation au plaisir, on va se donner des moyens d'augmenter le plaisir, on va parler du système nerveux, de la réponse sexuelle, comment ça fonctionne. On a besoin autant de bâtir de la charge que de créer de la relaxation. On a besoin des deux, sympathique, parasympathique. Puis on va regarder comment les autres font. Ils vont nous donner des petits, pas des tutoriels, mais ils vont nous expliquer comment ils accèdent au plaisir. Il y a des gens que c'est juste en se frottant à plat ventre sur quelque chose. Il y en a que c'est juste en faisant des pressions rythmiques sur le périnée avec la paume de la main. Il y en a que le clitoris, ça marche pas du tout. Donc, chaque personne est différente. La deuxième journée, on fait un cercle d'auto-érotisme dans la même pièce, chacune pour soi, chacune dans son espace, mais dans la même pièce, ce qui fait qu'entendre les autres ou voir les autres du coin de l'œil enlève le stigma, le tabou, l'interdit, puis il fait hey, c'est naturel, c'est sain, c'est beau, c'est la vie, c'est notre pouvoir de femme et c'est à nous, on se le réapproprie. Donc, c'est hyper libérateur. Puis je remercie toutes les femmes qui sont passées avant nous, qui ont eu le courage de faire ça. Puis moi, j'ai ramassé le flambeau, mais c'est pas moi qui ai inventé cette méthode-là, mais j'ai mis ma propre couleur là-dedans. C'est très grisant de faire on peut parler des vraies affaires, on peut s'exprimer, on peut partager nos ressources. Ouais, puis laisser aller la honte, hein, se permettre, s'autoriser pleinement, ouais, c'est comme... Tellement. Ouais, puis tu sais, je serais curieuse de t'entendre dans tout ça, si pour toi, il y a un partenaire parfait pour partager sa sexualité. Comment tu vois ça? Est-ce que, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup aussi, tu sais, ben c'est tellement important, tu sais, de pouvoir partager sa sexualité avec l'autre dans la connexion, ouais. Je serais curieuse de t'entendre là-dessus aussi. Il n'y a pas de partenaire idéal, dans le sens qu'il n'y a pas une personne sainte et parfaite qui a toutes les qualités et zéro ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais un partenaire malheureusement optimal, oui. Un partenaire bien ajusté, bien accordé, comme 2 instruments de musique qui s'accordent, qui sont dans la même tonalité. Oui. Il y a des matchs meilleurs que d'autres. Et là-dessus, pour se choisir, il faudrait vraiment voir, OK, comment l'autre personne communique, quelle importance elle accorde à l'intimité, à la sensualité, à la sexualité. Il y a des gens pour qui c'est vraiment pas important, c'est secondaire, ça passe vraiment en dernier dans la liste, puis c'est correct. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de drive sexuel ou qui sont sexuelles, ou pour toutes sortes de raisons, c'est pas leur priorité, et c'est correct. Mais j'en reviens pas du nombre de couples qui se mettent ensemble, alors qu'il y en a un des deux pour qui la sexualité est pas importante, puis ils passent par-dessus ça en se disant « ça va être correct, pareil, je l'aime tellement. » Et 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, ils sont encore enfargés là-dedans. Ça prend des gens qui sont capables d'être amis. Ça prend une amitié à la base. L'amitié, c'est basé sur le respect puis l'intérêt mutuel. Moi, je m'intéresse vraiment à toi. Je suis vraiment curieux de te connaître. Dis-moi ce que tu aimes, comment tu fonctionnes, ce qui t'allume, ce qui t'éteint et explique-moi
comment on peut danser ensemble. C'est vraiment comme un tango. Fait que ça prend une curiosité, une ouverture. Il y a tellement de couples qui ne sont pas capables de se parler, peu importe l'orientation sexuelle, gay, hétéro. Il y a tellement de monde qui sont gênés de se parler, même maintenant. Ça me jette à terre. Fait que ça prend aussi un équilibre entre la générosité, l'envie de donner à l'autre, et un sain égoïsme, dans le sens où il ne faut pas que je m'oublie complètement au lit. Il ne faut pas que je sois juste là pour l'autre, parce que ça, c'est le plaisir indirect. Il faut que je sois capable d'avoir du plaisir direct dans mon corps, dans ma peau, dans mon système nerveux à moi. Si je ne suis pas capable d'avoir accès à ça, je vais finir par mettre de la pression sur l'autre pour qu'il jouisse, puis qu'il jouisse, ou qu'elle jouisse, ou qu'elle jouisse, alors que l'autre va se sentir peut-être obligé et ça va devenir vraiment malsain. S'il y a juste une personne dans la pièce, là, ça ne marche pas, il faut être deux. Faut être deux. Fait que c'est beau d'être généreux, mais pas jusqu'à l'abnégation, pas jusqu'à s'oublier, right? Fait que c'est là que ça va être important, le dialogue. L'écoute, le respect, la curiosité, l'ouverture, puis c'est ce qui va créer à la longue la sécurité. Quand je dis non, c'est entendu. Ah! Quand je dis « Hey, ça, j'aime ça », c'est entendu. Ah! Merci. Donc, c'est très simple. Ça ne prend pas un baccalauréat en communication. Ça prend juste 2-3 questions, genre « T'aimes ça, ce qui se passe en ce moment? T'aimerais-tu mieux d'autres choses? Comment tu t'es senti hier quand on a fait ça, quand on a fini de faire l'amour? Comment tu te sentais? » Juste de l'empathie, juste de la curiosité. Puis quoi d'autre est possible? Fait que les gens qui réussissent à rester en couple longtemps, 10 ans, 20 ans, puis j'en connais, là, je connais des super beaux couples que ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, qui réussissent à rester allumés sexuellement, c'est des gens qui priorisent ça, pour qui c'est important. Ils vont prendre des vacances pour ça, ils vont débrancher des réseaux, ils vont débrancher Netflix, ils vont faire garder les enfants, ils vont faire des efforts pour que ça se passe, ils vont se concerter pour se donner des rendez-vous. Donc, si on a ça, déjà, on a une bonne base, je crois. Tu pourrais rajouter des critères à toi. Non, ben, tu sais, moi, je pense tout comme toi que pour garder la flamme vivante, la cultiver, clairement que faut mettre ça en priorité. Puis, ouais, curiosité, écoute. T'avais dit, tu sais, comme de se tuner aussi, tu sais, de vraiment s'accorder ensemble énergétiquement. Ouais, puis des fois, ça implique de laisser aller tu sais, comme dans cet accordage-là, ben, peut-être qu'il y a certaines différences entre nous qui doivent, tu sais, comme de rythme ou de dire, OK, tu sais, on va dans le monde de l'autre tout en restant connecté à son monde. Donc, cet accordage-là, moi, en tout cas, à mon sens, c'est vraiment important. Puis la confiance qu'on réussit à bâtir avec l'autre aussi à travers ça, en parlant. Puis ce que je retiens beaucoup du tantra, c'est la dévotion. La dévotion, c'est une overdose d'amour, OK? C'est une fête, c'est une célébration, c'est je t'aime, je te trouve belle, je te trouve beau, je t'apprécie pour telle raison, je lance un déferlement d'amour sur l'autre parce que je le ressens. Si je le ressens pas, je fais pas semblant. Mais ce que je ressens, je le cache pas, je l'offre, je le montre. Puis quand j'ai rencontré la personne avec qui je suis maintenant, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, j'ai dit, j'ai goût de te faire un bain de pied. Puis il m'a dit, on va jamais faire ça. D'accord. Il s'est installé dans le fauteuil, il s'est détendu, il s'est fermé les yeux et il a reçu mon cadeau. Il n'a pas fait, mais là c'est ben trop, mais là je suis gênée, mais là voyons donc, tu te mets à genoux devant moi, ça n'a pas d'allure. Il a juste reçu gracieusement mon cadeau. Puis j'ai fait, OK, ce gars-là, il est pour moi. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amour à donner. Si la personne est toujours en train de fermer le robinet, ça ne marchera pas. Moi, je suis généreuse, puis je compte pas. Mais je reçois beaucoup aussi parce qu'en fait, c'est contagieux. Fait c'est comme aussi un autre critère, si j'étais à nouveau sur le marché de la rencontre, ça serait quelqu'un qui est relativement à l'aise dans son corps, là, qui a fait un peu la paix avec son corps, qui est délié, qui est capable de bouger, qui est capable d'être nu sans être mal à l'aise. C'est quelqu'un qui a fait un peu du travail de base sur l'estime de soi, la confiance en soi, parce que c'est important de s'aimer. Donc, si quelqu'un qui ne s'aime pas, ça va être difficile. Wow! Ouais, c'est ça. S'aimer. Moi, je trouve que ça s'il y a quelque chose à retenir dans tout ça, c'est de s'aimer, cette dévotion-là envers soi-même, envers son corps, puis aussi qu'on peut partager à l'autre dans le donner-recevoir, dans cette dévotion-là qui est tellement le fruit de l'amour, tu sais. Ouais, le délice de pouvoir goûter à l'amour dans la matière, dans... C'est ça.
quand le ciel se fait chair, parce que faire l'amour, c'est générer de l'amour. C'est exprimer quelque chose, des sentiments profonds, puis c'est accueillir ce que l'autre a donné, puis en fait, à quelque part, c'est devenir amour. C'est juste un courant. Comme disait Osho, je pense que c'est Osho qui disait ça, quand le danseur est complètement dans la danse, il n'y a plus de séparation, il y a juste la danse. Il n'y a pas la musique, puis le danseur, puis l'instrument de musique. Il y a juste une chose, il y a une unité. C'est ça qui est beau. Moi, c'est ça qui, moi, m'allume dans la sexualité, c'est de revenir à ce qui est plus de l'ordre du mystère, de l'union avec la vie, l'union avec plus grand que soi, à travers le corps, à travers l'autre, à travers soi, mais avec la verticalité aussi. C'est ça qui fait que je me blaserai jamais de la même personne, je pense, parce que si le cœur reste ouvert, le canal reste ouvert, mais c'est un émerveillement constant, renouvelé. C'est un émerveillement, c'est un... gratitude. C'est tellement grand. Wow, merci de rayonner ça, cette union sacrée, cette dévotion. En tout cas, moi, ça me nourrit vraiment beaucoup de discuter avec toi, Marika. Je suis tellement dans la gratitude de ta générosité, vraiment. Merci à toi. Toi, ton mot de la fin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu te souhaites ou qu'est-ce que tu nous souhaites aux gens qui nous écoutent? Ben moi, je nous souhaite je me souhaite, puis je nous souhaite de toucher au mystère de toute cette grandeur qui nous habite à travers s'aimer, être amour dans notre chair, dans notre corps, les sens, le toucher, de tomber en amour avec soi encore plus profondément et avec l'autre, hein, parce que de toute façon, c'est ensemble que ça se passe. Donc, pour moi, ce serait ça. Et toi, Marika? Same, je dirais qu'il y ait de la joie. Moi, la joie, c'est mon mot préféré, je pense, dans la langue française, parce que c'est comme un allumage du cœur. Puis quand la joie rencontre la jouissance physique, ben là, ça fait un feu d'artifice. C'est la réjouissance. La réjouissance. Ah oui. OK. Merci de nous souhaiter ça à tous et toutes. À bientôt, Marika. Bye. Merci de t'être connecté. Merci de participer à créer un monde en connexion. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me suivre sur Spotify pour recevoir des notifications des prochains épisodes. Et si tu es sur Apple Balado, laisse-moi un commentaire. C'est tellement précieux de t'entendre et de pouvoir créer des épisodes qui répondent à tes besoins, qui te ressemblent. Tu peux aussi me laisser un commentaire sur ma page Facebook professionnelle et je t'invite à visiter mon site Internet pour en savoir plus. Je te dis à bientôt.